Bonjour, ici Marie-Noëlle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille dans ce podcast québécois sur l'éducation à domicile. Bonjour, j'espère que ça va bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais aborder une réalité qu'on réalise souvent en optant pour les apprentissages en famille. Le fait qu'un être humain, petit ou grand, peut apprendre pas mal partout et en tout temps. On a cette habitude de voir les activités du quotidien comme étant éducatives ou non éducatives. Pour certaines activités, une majorité de gens pourraient s'entendre pour dire qu'un enfant va automatiquement en retirer des apprentissages, alors que dans le cas d'autres activités, ça reste dans le domaine du loisir frôlant l'oisiveté. Par exemple, aller à l'école, ça résonne pour une majorité comme étant une occupation qui va avoir un résultat éducatif. Similairement, la lecture pour un enfant en bas âge est bien vue, mais je sais qu'un adolescent qui passe son temps plongé dans les livres peut cependant se faire pointer du doigt. Dans les activités généralement jugées comme non éducatives, il y a bien entendu les jeux vidéo, les jeux plus actifs extérieurs aussi, mais au moins les jeux extérieurs actifs, ils font bouger les enfants puis ils font prendre l'air. Mais c'est pas éducatif. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur ce qui est éducatif puis sur ce qui ne l'est pas. Ce qui devrait être appris par nos jeunes, puis ce qui n'est pas, ou du moins qui est moins important. Par exemple, au Québec, on a eu un message bien clair il y a quelques mois, comme quoi les arts et le développement de la personne, c'est beaucoup moins important que les mathématiques et les sciences sociales, par exemple. Pour un futur artiste, il n'y a rien de plus faux. On dit, des fois, il n'y a pas de saut métier, mais dès leur jeune âge, les enfants apprennent à catégoriser les apprentissages par ordre d'importance. Les arts, c'est pas super important. Apprendre à pas être stressé, apprendre la méditation, par exemple, ça non plus, c'est pas vraiment très important. Mais il faut apprendre à compter, il faut apprendre des formules mathématiques, il faut bien écrire, comme si tous les enfants étaient faits de la même façon, avaient les mêmes intérêts, les mêmes goûts, les mêmes aspirations aussi. Puis on s'entend que je suis pas en train de dire qu'un enfant n'a pas besoin d'apprendre à écrire, à lire, à compter si dès son plus jeune âge, il est clair qu'il va se diriger vers une carrière artistique. Loin de là. Les enfants ont besoin d'apprendre sur une variété de sujets, puis ça prend des notions de base en lecture, puis en écriture, puis en mathématiques. Puis les mathématiques, de toute façon, sont aussi pratiques dans le quotidien en général, là. Ce que je dis, c'est qu'on leur envoie un message qu'il y a des apprentissages qui sont plus importants que d'autres, puis que certains apprentissages ont si peu d'importance qu'on peut les négliger, les mettre de côté et revenir si on a le temps à la fin de l'année ou juste ne plus les prévoir au programme. Mais en tout cas, ça c'était une petite parenthèse qui touchait plus tout le monde que simplement l'apprentissage en famille. Alors là, je vais me pencher plus sur ce qui intéresse, j'imagine, les gens qui sont à l'écoute, le fait d'apprendre partout dans un contexte d'apprentissage en famille. Par partout puis par tout le temps, ça veut dire apprendre aussi quand l'enfant n'a pas le nez dans des cahiers. Quand c'est pas une activité qui est organisée par un adulte. Fait que comment ça marche tout ça? Dans le concret, je pense que le parent a un grand rôle à jouer, mais peut-être pas le rôle que plusieurs pourraient avoir en tête. Tu sais, celui, mettons, d'être devant un tableau ou des feuilles, mettons, d'expliquer plein de notions à leurs enfants. Moi, personnellement, si j'avais voulu être enseignante, j'aurais étudié en enseignement. Mais pour avoir fait une session en enseignement de langue seconde, j'étais en mesure de dire que c'était vraiment pas pour moi. Le rôle du parent qui prend la responsabilité d'éducateur est différent. Le parent va être plus comme un guide. Par exemple, le parent doit fournir un environnement qui est propice aux apprentissages. Laisser disponibles des objets, des outils variés auxquels les enfants ont accès. Ça ne veut pas dire avoir full de matériel. Ça ne veut pas dire non plus acheter des jeux qui ont l'étiquette qu'on peut lire éducatif. Ça peut être d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner. Parce qu'en cuisinant, avec les enfants, on va avoir des notions de sciences, des notions de mathématiques. Avoir des livres sur des sujets qui vont intéresser les enfants, puis des livres de lecture.
Hein? Parce que même si le livre, c'est pas un roman, que c'est, je sais pas, un livre sur les dinosaures, mettons, ben ça fait lire. Avoir accès à des encyclopédies ou bien à Internet, ça permet d'approfondir une variété de sujets. Le parent doit pouvoir observer ses enfants puis les aider à vivre leurs différentes passions. Quand un enfant est passionné, il va apprendre volontiers. Il va apprendre avec enthousiasme sur le sujet qu'il passionne. Par exemple, un enfant de 5 ans est passionné par l'histoire du Canada. Est-ce qu'on va lui dire « Ben non, dis à ta passion de revenir plus tard, parce que plus tard tu vas avoir l'âge d'apprendre là-dessus, fait qu'on va attendre. » Mais non, on ne dira pas ça. On ne dit pas ça, on l'aide. On va l'aider à trouver des ressources. Si l'enfant a l'âge de trouver ses propres ressources, on peut le laisser faire. Mais un enfant plus jeune, on va l'aider à trouver des livres, à trouver des pages ou des applications ou des jeux. On va l'aider à apprendre sur ce qui l'intéresse. En regardant des ressources sur peu importe sa passion, l'enfant croise des mots, est invité à lire, pourrait vouloir prendre des notes, donc écrire, peut croiser des chiffres impressionnants, puis on va l'aider à les comprendre, des statistiques aussi. Le parent peut proposer des activités puis des sorties qu'il juge qui sont d'intérêt pour ses enfants, mais le parent doit aussi être ouvert à un refus ou à une contre-suggestion. Hein? C'est des choses qui arrivent. Le parent a une tâche plus difficile que ça aussi, au Québec du moins. Le parent doit être en mesure, dans le cas des apprentissages qui sont moins traditionnels, d'agir comme traducteur entre ce que fait son enfant puis ce qui doit aller dans les différents papiers à remettre au gouvernement. Par exemple, votre enfant est en train de recréer un village québécois du début des années 1900 dans Minecraft en fouillant dans des livres puis sur Internet pour trouver ces informations là, sur de quoi ça avait l'air. Dans ce que vous avez à remettre au ministère, vous ne pouvez pas nécessairement juste écrire « Mon enfant joue à Minecraft ». Parce que ça ne veut rien dire pour la personne qui va recevoir ça. Pour vous, c'est clair parce que vous voyez ce que l'enfant fait. Mais la personne qui est dans un bureau puis qui voit la ligne, tu sais, dans univers social, mettons, ben mon enfant fait du Minecraft, c'est pas clair c'est quoi le lien. Puis la personne doit être capable de dire, tu sais, il voit des éléments du programme où l'enfant progresse, puis l'équipe. Puis de juste écrire que votre enfant joue à Minecraft, ben je pense que tout le monde s'entend que c'est pas clair. Mais dans les choses que vous pouvez écrire pour rendre ça plus clair, puis pour faire le lien entre cette activité-là puis des notions qui étaient prévues dans le programme, ce serait par exemple que le parent soit capable de voir les différentes étapes qui mènent à ce que son enfant soit rendu à faire dans Minecraft, les constructions. Par exemple, faire de la recherche documentaire pour trouver l'information. Lire différents documents trouvés sur ce sujet-là. Ce que ça apporte à l'enfant, ben, ça lui a apporté une compréhension de la localisation dans l'espace et le temps pour cette époque-là. Ça lui a donné des informations sur la réalité démographique. Il a pu en apprendre plus sur les contraintes du territoire. Puis des choses comme ça, des choses qui sont prévues dans le programme, que pour vous, ça va peut-être de soi parce que vous avez le résultat devant vos yeux, mais pour quelqu'un qui n'a pas le résultat devant ses yeux, que c'est peut-être pas si évident que ça que l'activité jouée à Minecraft a apporté tout ça à l'enfant. Je sais pas si tout ça c'est clair. En tout cas, c'était mon point de vue, ce que je pense de ce qui peut aider. Puis c'est ma façon un peu de voir les choses, mais j'ai encore demandé à des amis qui vivent les apprentissages en famille, de me parler de ce que ça représente dans leur famille, le fait d'apprendre partout, d'apprendre tout le temps, de pas nécessairement toujours apprendre dans des cahiers, mais c'est pas exclu non plus. Donc, la première personne, Julie Roux, blogueuse pour Maman Zen, amie, a répondu à mon appel. Julie nous parle de comment les enfants peuvent apprendre, juste en vivant en famille, en nous observant, nous, dans nos activités de parents. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Les activités du quotidien, ça permet d'apprendre beaucoup de choses, bien plus qu'on pense ordinairement.
En étant avec nous toute la journée, l'enfant nous voit résoudre les problèmes inhérents à la vie en société. Il apprend beaucoup sur le fonctionnement de la vie sociale de cette façon-là. Il nous voit faire un budget, faire la liste d'épicerie en fonction du prix de chaque chose et de l'argent qu'on a à notre disposition. Il acquiert la notion du temps quand on calcule le temps de déplacement pour arriver à l'heure au cours, au rendez-vous. Il nous voit payer les comptes, faire les impôts, négocier l'hypothèque, les assurances. Il intègre des notions d'économie et de gestion en nous voyant à l'œuvre. Il cuisine avec nous aussi, donc il calcule forcément. Il constate les changements de texture, l'effet de la température sur la matière. Donc, il fait des sciences. Il nous accompagne chez le médecin, à la banque, au bureau de poste, au marché, au musée, en randonnée, en forêt. Il pose des questions. Il pose beaucoup de questions. Donc, c'est parce qu'on a le temps d'être ensemble qu'il peut voir tout ça. On a le temps de nous raconter, de dire la raison de chaque choix qu'on fait. Pourquoi j'ai acheté cette marque au lieu d'une autre? Bon, elle est plus chère, mais elle est équitable. Donc, on explique en quoi ça consiste. Ou bien, elle est moins chère, tout en étant équivalente d'un autre. Ou elle est plus chère, mais elle est faite par un artisan de chez nous. Donc, on jase. On voit les coulisses de la vie. Et ce temps passé ensemble devient une richesse, une vitrine sur la vraie vie. Donc, la richesse vient du fait d'être ensemble, d'avoir le temps de converser. Puis ça, c'est souvent sous-estimé. Tout ce qui est appris par les conversations régulières. Donc, ça permet d'apprendre au quotidien. Le fait de jouer librement aussi au quotidien, c'est une grande source d'apprentissage. En jouant au Lego, au Playmobil, aux voitures, les enfants, ils s'inventent des histoires véritables avec des personnages, des villes, des quartiers, des milieux de vie, des interactions. Le jeu libre va évoluer aussi en même temps que l'enfant introduit les notions qu'il acquiert au fur et à mesure de sa vie d'enfant. Donc, on voit apparaître éventuellement des lois, des codes de conduite, des traits psychologiques de plus en plus fins, des notions d'économie, des valeurs morales, des traits culturels. Donc, le jeu devient de plus en plus sophistiqué à mesure que l'enfant accroît sa compréhension du monde. Donc, pour arriver aussi à créer des mondes imaginaires comme ça, parce qu'ils jouent souvent avec d'autres, il faut une coopération entre les joueurs pour s'assurer de maintenir une certaine logique interne du jeu. Donc, ça aussi, c'est riche comme apprentissage, le fait de coopérer. Donc, le quotidien en tant que tel, c'est très riche en apprentissage, en autant que l'enfant ne soit pas laissé à lui-même. Donc, en autant que l'enfant trouve du soutien dans ses questionnements, dans sa recherche de solutions aussi. Donc, qui échange aussi avec d'autres qui ont des visions différentes. Donc, le quotidien en tant que tel, c'est très riche en apprentissage, ça c'est certain. Julie a dit quelque chose qui m'a fait un peu rire. En fait, c'est plus l'utilisation d'une expression que j'ai trouvée drôle, celle de la vraie vie. Parce que j'ai déjà vu des critiques envers les apprentissages en famille, des gens qui disent que, en gros, on coupe nos enfants de la vraie vie. Mais quand je pense à ce qui a été plus que la moitié de ma vie, je dirais que le quotidien décrit par Julie lui ressemble beaucoup plus que le fait d'être assis dans une salle avec une trentaine de personnes du même âge que moi. Fait que voilà pour la vraie vie. La deuxième personne qui a accepté de me partager son expérience en lien avec tout ça, c'est Sabrina Fortin.
Sabrina a vécu les deux mondes. Ses enfants ont fréquenté l'école avant d'être retirés pour être éduqués à la maison. Quand ma fille allait à l'école et que moi je travaillais temps plein, on avait une routine de famille type québécoise, là, qui n'a pas vraiment le temps et qui est pressée le matin, le soir. Puis la fin de semaine, on faisait des activités familiales, mais les activités familiales, c'était pas vrai. On n'était pas vraiment disponible à ces activités-là. On était présent physiquement, mais pas mentalement. On voulait juste se changer les idées, je crois. Et quand on a fait notre choix alternatif, j'ai vu que toute la perception de ces opportunités-là a changé. Dans le fond, chaque fois qu'on est chez nous, on apprend. On apprend par le biais de plein de facteurs. Puis chaque fois qu'on sort, c'est la même chose aussi. Peu importe qui qu'on croise, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on apprend toujours. C'est vraiment simple ce que Sabrina dit, c'est simple puis c'est vrai. En gros, on apprend toujours. Je constate que ça dépend toujours comment qu'on apporte le sujet qu'on veut que nos enfants apprennent. Peu importe on est où, avec qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est toujours comment qu'on apporte un sujet. Je réalise aussi que quand on fait une activité maintenant, on prend plus le temps de vivre l'activité. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça laisse le temps aux enfants de vraiment analyser la situation, les informations qui sont autour d'eux, et c'est là qu'ils vont poser des questions. Et quand les questions arrivent, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Puis là, c'est gagnant. Quand comme mes enfants ils ont des intérêts, c'est là que l'information qu'ils vont recevoir reste dans leur tête. Donc pour eux, c'est vraiment une formule gagnante. Il y a des bonnes pistes à explorer dans ce que Sabrina dit, hein? Puis là, la troisième personne qui va nous parler de son expérience, c'est Annie Shirley Horn. Annie parle de la réalité des familles à l'ère des technologies, entre autres, et des grandes possibilités de ressources. Tu sais, quand on y pense, on l'a probablement pas mal plus facile sur ce point-là qu'il y a 20-30 ans, donc il faut en profiter. Annie nous donne enfin un exemple concret d'un processus d'apprentissage. Dans ce cas-ci, c'était pour en apprendre plus sur la permaculture, un sujet qui intéresse son garçon. Donc, c'est ça, il y a tellement de possibilités de cours, de ressources pédagogiques sur Internet que apprendre maintenant, c'est pas juste un savoir transmis par une personne dans une classe en avant de 25 élèves. C'est possible d'aller chercher des informations sur Internet. Et même ce que moi j'ai appris, par exemple, si je fais un parallèle avec mon grand de 13 ans et la permaculture, moi, bon, je l'ai dit, là, je savais pas qu'est-ce que ça mangeait en hiver, la permaculture. Il m'a parlé de ça. Lui, il avait vu ça. On a regardé des vidéos et lire, c'est une chose. J'en ai lu des livres parce que hein, on a commandé des livres en permaculture parce que moi j'aime les livres. Euh, Lire, c'est bien, mais à un moment donné, il manquait quelque chose pour que je comprenne vraiment. J'avais besoin d'un visuel. J'avais besoin d'écouter, de regarder. Et c'est là que l'apprenant, l'adulte, en moi, a dit, bon, mais j'ai besoin de vidéos, j'ai besoin de voir plus, d'aller plus loin dans ma compréhension des choses. Et c'est là, encore là, que ça vient faire un lien avec les écrans. Puis, ma façon autodidacte, j'avais pas envie de prendre un cours. Mon fils n'a pas envie d'aller à l'école étudier nécessairement ça. On voulait savoir. Et les savoirs, les connaissances sont là, sont disponibles. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a regardé les vidéos ensemble. On a regardé plusieurs vidéos et pas nécessairement juste la permaculture parce que je voulais lui montrer les différents types de possibilités. Parce que, bon, avant de me lancer là-dedans, je voulais qu'ils comprennent qu'il y a une multitude de façons de faire, qui n'est pas nécessairement la permaculture, puis qui fait bien aussi. Euh, Finalement, on a on a regardé des vidéos comme Jean-Martin Fortier, qui, qui est un pionnier en agriculture, si on veut, mais lui, il commercialise ces choses. C'est bon ce qu'il fait. Il y a des trucs là-dedans qui sont vraiment géniaux. Mon fils disait, hey, moi, j'irais prendre un café avec lui juste pour lui parler. Et encore là,
ça brillait dans ses yeux. Mais par contre, il s'est rendu compte que la façon que lui fait, c'est de faire de l'agriculture dans une proportion bio, c'est sûr, mais c'est beaucoup axé sur faire la vente ensuite. Et mon fils n'était pas attiré par ça. Là, il commence à en parler, mais c'était pas ça qui l'attirait. Donc, ce qui nous a permis, en regardant des vidéos, en faisant des lectures, c'est d'aller spécifier son désir d'apprentissage, son désir de réalisation à travers ça, ce que lui voulait en faire de son projet. Donc, pour des autodidactes encore comme nous, comme moi, comme mon fils, comme ma grande, euh, c'est important d'avoir accès à ces savoirs-là et ça serait probablement une source de découragement pour eux d'être obligés d'aller en cours. Peut-être qu'éventuellement, ça va devenir quelque chose qu'ils vont avoir envie de faire. Et moi, ça, je le dis tout le temps. Tu sais, c'est pas, le système n'est pas mauvais, là. Bon, oui, il y a des choses à améliorer, tout ça, mais en apprentissage en famille, on a des choses à améliorer aussi, là. On a changé de pédagogie régulièrement. Euh, comme je le disais, je suis partie du très traditionnel à maintenant à beaucoup plus large comme pédagogie. On s'est décrit comme éclectique un bout de temps. Là, on bifurque un peu vers vraiment ce qui est plus naturellement des apprentissages plus libres. Euh, Puis c'est ça. Pour les autodidactes que nous sommes, de pouvoir avoir accès aux connaissances en ligne, à notre rythme, quand on veut. Comme je disais aussi, je fais le parallèle avec ma fille qui peut apprendre le japonais à 5 heures du matin parce qu'elle en a envie, parce qu'elle a l'intérêt, parce que ça la passionne. Et qui d'ailleurs me partage ça, qui moi ne comprend pas le japonais. Je peux me débrouiller en espagnol, en anglais et en français, mais le japonais, c'est vraiment loin de moi, mais j'applaudis euh, cette façon, ce désir d'apprendre-là, d'explorer quelque chose qui est vraiment plus loin de moi, peut-être de elle. Puis, ben, sûrement de elle. On côtoie pas de japonais, donc, et j'applaudis ça. Euh, alors oui, l'apprenant en 2019, l'adulte a accès à plein de choses et nos enfants aussi. Tu sais, quand on écoute Annie, c'est un peu à se demander pourquoi est-ce que le système scolaire a encore le format qu'on lui connaît aujourd'hui. Avec tout ce qui peut se faire en ligne, nous, on en profite, mais je crois que les jeunes qui fréquentent l'école pourraient aussi en profiter, puis pas seulement les journées de tempête. Ça, c'est une petite référence ici à l'actualité québécoise récente. Il y a quelques semaines, on apprenait que des écoles ont commencé à offrir des leçons en ligne lors des jours de tempête. Mais c'est un beau système, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi à d'autres occasions. En gros, j'en reviens simplement au fait qu'on peut apprendre partout. Un enfant, ça n'a pas nécessairement besoin d'une structure super rigide ou d'une leçon toute montée pour apprendre. Mais en même temps, ça se peut qu'il en ait besoin. Ça peut répondre à comment il apprend. Plusieurs personnes aiment quand c'est bien structuré, quand c'est bien organisé. Moi, la première d'ailleurs. Mais c'est pas tout le monde. C'est important de connaître nos enfants, puis pour les connaître, on peut les observer. Puis si on a plusieurs enfants, en les observant, on va réaliser que ça se peut qu'ils apprennent pas tous de la même façon. Ça se peut que ça soit pas la même façon de faire qui soit ce que chaque enfant a besoin. Donc, on observe, on s'adapte, on tente de leur offrir une belle vie éducative qui répond à leurs besoins, tout simplement. C'est un peu un de nos gros avantages en optant pour les apprentissages en famille. Sur ce, on se reparle dans quelques semaines. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à écouter les autres épisodes de podcast et à vous rendre sur mon blog Marginale et Heureuse dans la section Éducation. À la prochaine!